On se transporte direct dans le Québec des années 1770. C'est une époque charnière, juste après la conquête britannique. La colonie essaie tant bien que mal de se reconstruire après les ravages de la guerre de 7 ans. Mais là, il y a une toute nouvelle menace qui apparaît. Et cette fois, ça ne se passe pas sur un champ de bataille, mais littéralement dans les chaumières. Une épidémie terrifiante éclate et plonge la population dans une véritable psychose. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est déconstruire ensemble l'un des mystères médicaux les plus fascinants et honnêtement les plus horribles de l'histoire canadienne. Une crise qui a complètement terrorisé les rives du fleuve Saint-Laurent. Le point de départ de tout ce grand mystère, c'est un paradoxe complet. À l'époque, tout le monde était convaincu d'avoir affaire à une terrible maladie vénérienne. Sauf que les mathématiques et la logique ne fonctionnaient juste pas. Pensez-y 2 secondes. Comment une infection qui se transmet exclusivement par voie sexuelle pouvait-elle se propager à une vitesse aussi fulgurante chez des bébés au berceau, des personnes âgées et au sein de populations rurales reconnues pour leur très grande piété catholique? C'est exactement ce casse-tête qui a complètement déconcerté les esprits du 18e siècle. L'épidémie mystérieuse, aussi connue sous le nom du mal de la baie. Quand on regarde la chronologie de cette crise, c'est vraiment sa longévité qui frappe. Les tout premiers cas du mystérieux mal de la baie Saint-Paul apparaissent pas mal autour de 1773. Ensuite, la maladie se propage de façon super agressive le long de la côte du Sud, vers l'île d'Orléans, pour finalement atteindre Québec et Montréal. Rendue en 1785, la situation est tellement hors de contrôle qu'elle force le déclenchement d'une enquête médicale sans précédent. Ce n'est pas un fléau qui a duré juste quelques mois, non. Ça a terrorisé les familles pendant des décennies avant de s'effacer très graduellement au début du 19e siècle. Pour bien comprendre la panique générale, il faut réaliser le tribut physique que ça imposait. C'était absolument brutal. On parle de maux de gorge qui ne guérissent jamais et qui dégénèrent en ulcères béants. Des familles entières se retrouvaient couvertes de pustules. Mais le summum de l'horreur, c'était le stade avancé. La maladie détruisait littéralement les os du visage. Elle rongeait le nez et le palais, le tout avec des douleurs nocturnes tellement intenses que ça empêchait les gens de dormir. Dans une société qui sortait tout juste d'une guerre traumatisante, voir ses proches défigurés comme ça explique totalement l'hystérie collective de la colonie. Ce qui nous amène à la section 2, le faux diagnostic, la fameuse grande vérole. Et c'est ici qu'entre en jeu le grand coupable théorique de l'époque. Les médecins, les autorités, les curés, absolument tout le monde était convaincu, dur comme fer, qu'il s'agissait de la syphilis classique, ce qu'on appelait la grande vérole. Il faut dire que les symptômes avancés y ressemblaient tellement que personne, à ce moment-là, n'a remis le diagnostic en question. Et le pire, c'est que pendant plus d'un siècle, cette certitude inébranlable a teinté toutes les décisions politiques et médicales. Ça a carrément scellé le destin social des malades. Le poids social de cette croyance rend la situation encore plus tragique. Vu qu'on croyait avoir affaire à une infection sexuelle,